Salut les Reis, salut les prévoyants, salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo d'analyse du conflit Ukraine-Russie. C'est un contenu qui vous avait bien plu la première fois. Donc dans la première vidéo qui date d'il y a 5-6 mois, j'avais analysé donc le conflit uniquement en me focalisant sur le domaine des communications radio. Donc on avait analysé quelques vidéos, au niveau du son, au niveau de l'image, pour essayer de voir un petit peu quel matériel est utilisé, pourquoi, comment, et quels sont les avantages et les inconvénients, les risques de l'utilisation de tel ou tel matériel. Donc là, le conflit a pas mal avancé. Je pense que vous êtes vous suivez tous ce conflit. Et donc, on a vu, l'arrivée des nouvelles technologies. Et je pense que ce type de conflit-là est vraiment très intéressant à analyser, nous, prévoyants, pour déjà savoir ce qui peut potentiellement arriver chez nous. À quoi ressemble réellement un conflit, parce que c'est vrai qu'on l'a toujours vu au travers de films, au travers de reportages, au travers de vieilles archives, mais aujourd'hui, la guerre telle qu'elle était pratiquée il y a peut-être 20, 30, 50, 60 ans n'est absolument plus la même, quoique nous retrouvons quand même quelques points communs, mais aujourd'hui, la guerre a énormément évolué. Et donc, rester bloqué sur des schémas de la guerre froide ou de je ne sais pas quelle guerre, je pense que c'est plus vraiment d'actualité, même s'il y a toujours des choses à retenir, comme là récemment, je parlais encore avec mes grands-parents qui me racontaient la Deuxième Guerre mondiale et leur technique un peu de survie au niveau du quartier, etc. Et c'est hyper enrichissant. Mais il y a plein de domaines dans lesquels aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être non pas de nous concentrer uniquement sur les communications radio, même si on va quand même en parler et je pense voir et analyser ce type d'image, ce type d'information, mais ça va être plutôt pour analyser le conflit dans son ensemble, essayer de voir les nouvelles technologies qui sont mises en place, qui sont utilisées ou qui sont abandonnées, donc que ce soit les nouvelles ou les anciennes technologies, parce on peut voir dans ce conflit-là, on verra que certaines technologies, certaines méthodes de l'époque sont désuètes, hein, tout simplement, et pourquoi. Voilà. Donc voir un petit peu comment a évolué le fait de faire la guerre, hein, parce que c'est vraiment tout un art, hein, ne serait-ce qu'au niveau de la propagande, et aujourd'hui on le voit très bien dans les médias. Et d'ailleurs, voilà, je voulais rebondir là-dessus. Euh, Vraiment, avant de commencer, je n'ai aucune prise à partie. Je suis ni pour un camp, ni pour un autre. Mon objectif là, c'est d'analyser et de tirer des conclusions factuelles en prenant un maximum de recul et en essayant de ne pas se faire avoir dans le jeu de il faut être pour l'Ukraine ou il faut être pour la Russie. Moi, je suis pour ni l'un ni l'autre dans cette vidéo. Je suis uniquement là pour analyser des vidéos d'un conflit qui se passe actuellement, puisque là, on peut voir sur cette chaîne-là que il y a des vidéos qui sont postées, qui ont été postées il y a 2 jours, donc ça a dû peut-être être tourné il y a 3-4 jours maximum. Et donc voilà, c'est vraiment maintenant que se passe ce conflit-là. En plus de ça, c'est pas loin de chez nous, et c'est fait avec du matériel moderne qu'on va potentiellement pouvoir un jour retrouver sur un éventuel nouveau conflit. On parle bien sûr de conflit, on parle bien sûr de guerre, donc on va forcément voir des images un peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous êtes quelqu'un d'assez sensible par rapport à ce que vous pouvez voir ou ce que vous pouvez entendre, ou si vous êtes tout simplement mineur, ne regardez pas cette vidéo. Donc là, on va vraiment essayer d'analyser le conflit dans son ensemble en se focalisant bien sûr sur les nouvelles technologies. Donc Warlix, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, en tout cas moi c'est une chaîne que je suis depuis des années et qui permet vraiment, c'est une sorte d'archive un petit peu sur les conflits et, euh, et les images qui sont tournées sur le terrain. Et c'est vraiment ça ce qui est hyper intéressant avec ce conflit-là, c'est que aujourd'hui, avoir un téléphone, tout le monde en a un, une GoPro quasiment tout le monde en a une aussi, et Internet, tout le monde a Internet. Donc là, la plupart des vidéos qu'on voit, ça n'a pas été travaillé, ou alors très peu, c'est vraiment des vidéos brutes. Il n'y a plus ce filtre qu'on avait à l'époque où les médias devaient sélectionner, etc. C'était que les reporters qui pouvaient filmer et photographier les conflits. Aujourd'hui, tout le monde filme, tout le monde photographie les conflits en temps réel et le diffuse, même si bien sûr il y a quelques infos qui sont parfois cachées. Et donc pour nous, c'est hyper important, hyper intéressant
de voir concrètement comment se passe un vrai conflit, parce qu'on a toujours notre imaginaire, on a toujours notre voilà, un peu le folklore qui passe par-dessus la réalité. Nous, l'objectif d'aujourd'hui, c'est uniquement de voir le côté réel d'un conflit. Donc d'abord, ce que je peux voir, en analysant juste cette chaîne, je voulais commencer par cette chaîne-là, et après, on va se laisser guider un petit peu par YouTube. Donc l'idée, ça va être là, on va d'abord regarder ce qu'on a sur la chaîne. Donc là, déjà, je vois que ça parle de drones. Ok, on a des interviews, donc à mon avis, c'est un peu pour faire, pas de la propagande, mais presque. Là, on a des vidéos en GoPro, donc on voit vraiment que aujourd'hui, quasiment tous les soldats sont équipés de GoPro, encore du GoPro, encore du GoPro. Là, on a des prises de vue par drone. Ça parle d'aéronautique, donc on voit que le combat dans les airs a vraiment un rôle hyper important. Vous voyez que c'est des choses toutes simples, hein, mais déjà, juste avec des miniatures, on peut déjà deviner à quoi peut ressembler ce conflit-là. On voit qu'on a aussi pas mal de tranchées. Ok, là il y a de l'utilisation de laser. Alors vous savez quoi, je vais même les mettre de côté. Les vidéos qui m'intéressent, hop, celle-là on va mettre de côté. Drone, tranchée. Vous voyez, il y a des méthodes, des choses qui ont disparu avec le temps, mais il y a des choses qui sont restées, hein. Les tranchées, malheureusement, c'est toujours la même abomination. Encore du GoPro, on voit qu'on a pas mal d'aéronefs, pas mal de véhicules lourds. On a beaucoup de drones, hein. Je ne sais pas si vous faites attention, mais là c'est de la vue de drone. GoPro. Là on a du drone, on a du drone, on a du drone. On a quasiment que ça. Et après 3 mois, ça c'est des entraînements. GoPro, drone. Alors là on a directement, je ne sais pas si c'est une GoPro ou... Ouais, on dirait une GoPro d'un pilote. Allez, c'est parti, on va lancer la première vidéo, puis on va se laisser guider par l'algorithme YouTube. Alors là, si je ne me trompe pas, c'est une vidéo d'un lanceur automatique. Donc on voit que la technologie radar est toujours utilisée, hein. Vous voyez le petit truc là qui tourne, c'est les radars. Donc après, selon la grosseur du radar, plus on est sur des petits modèles, plus ça va être pour des fréquences courtes, et donc pour de la courte distance, et pour des objets à faible taille. Et plus le radar sera gros, si on prend l'ancien radar de Tchernobyl, qui faisait plusieurs centaines de mètres, qui était sur des fréquences très basses, eh bien c'était plutôt pour capter, pour détecter des volumes vraiment beaucoup plus importants. Donc là, apparemment, c'est le même véhicule qu'on voyait juste avant. Ouais, c'est le même, on le reconnaît. Donc ça, c'est pareil, vous voyez. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais on va dire que chaque objet, et vraiment, vous pouvez faites attention à ça maintenant, chaque objet a son empreinte digitale. Son empreinte digitale, ça va être quoi pour un véhicule? Ça va être par exemple une marque, une éraflure, un marquage, une peinture, une forme. Ça va être tout ça mis ensemble qui vont permettre d'identifier un véhicule et d'être quasiment sûr à 100% que c'est bien ce véhicule-là qu'on a vu à différents endroits. Donc là, on a vu juste avant les deux petits points blancs. Et juste après, on voit que on retrouve toujours la même forme avec la plaque à l'avant, le radar replié à l'arrière. On voit que c'est un modèle dépliant avec les marquages blancs ici. Donc on est quasiment sûr que c'est le même véhicule. Ici, on a de la prise de vue par drone. On voit que c'est un drone avec un viseur. Donc à mon avis, c'est les drones qui permettent c'est des drones kamikazes, hein, tout simplement, qui permettent de bien viser sa cible. On voit qu'on a une espèce de tracker. Vous voyez le carré autour se bloque automatiquement sur le véhicule. Donc à mon avis, on n'est pas sur de la technologie du drone bricolé, mais vraiment du drone fait de base pour ce type de choses. On voit qu'on a bien le tracking qui suit. Ça vise légèrement au-dessus, je ne sais pas si vous voyez, mais parce que forcément ça calcule l'itinéraire et la vitesse du véhicule pour qu'il y ait une intersection qui soit faite, une interception, pardon, sinon ça tombe à côté, ça tombe derrière ou devant. Et on voit, et là on voit que ça percute, donc on voit que c'est un modèle d'avion. Oui, c'est un modèle qui ressemble à un avion. On voit bien les deux ailes. Donc on est vraiment sur les modèles un peu semblables à ce qu'utilisent les Américains pour le renseignement. Sauf que là, c'est un modèle, on va dire, kamikaze qui est chargé tout simplement
de voler quelques kilomètres avant de péter. Ok, donc là, intéressant, on voit déjà l'efficacité d'un drone. On voit déjà l'efficacité d'un tout petit drone, hein, si on compare la taille. Vous voyez, ça c'est long, donc on va partir du principe que c'est à peu près le même volume. On voit le petit drone ici, ça fait quoi? Ça doit faire peut-être 1 kg et demi de charge, pas plus. Et vous avez vu le dégât que ça fait. Peut-être que le drone a coûté, je sais pas moi, 4000, 5000 dollars, même pas, ouais, avec la technologie embarquée. 5000 dollars, eh ben on détruit un véhicule qui vaut peut-être des centaines de milliers de dollars, d'euros, voire même plus, parce que, attends, des milliers, oui, quasiment des millions, hein, un radar embarqué comme ça, avec tout l'équipement à bord et tout, ça coûte cher. Donc, vous voyez, déjà, la, la puissance d'un tout petit appareil. Alors, hop, on va suivre, hein. On va laisser un petit peu le truc se dérouler. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va voir, hein. Ah oui, ces images-là, elles ont été diffusées, je crois, à la télé. Et apparemment, il y a un mec canet qui est juste là à l'entrée. Et je crois qu'il... Ouais. Ok. Alors déjà, là, très intéressant. On voit que creuser des trous, c'est toujours d'actualité, hein. Les conflits ressemblent toujours à ça. On est plus dans une guerre de taupes que dans une guerre... Enfin, je parle au niveau de l'infanterie. Ok, bon, le gars, il a eu de la chance parce que ça pétait pas loin. Mais il y a des gens... Ah, voilà, on commence à trouver des choses intéressantes. Ok, là, qu'est-ce qu'on voit? Là, qu'est-ce qu'on voit? Une radio. Une radio, moi, je pense que c'est du Motorola. On le voit au niveau des haut-parleurs. Je ne sais pas si on verra bien sur ma vidéo. Mais le Motorola, si on regarde, on va taper Motorola. Alors la particularité des Motorola, c'est que vous voyez, leurs micros sont quasiment toujours pareils. Alors là, c'est une version civile, mais vous voyez, ils ont toujours... Je ne sais pas si on le voit là. J'ai l'impression qu'on ne le voit pas. Ça fait vraiment des haut-parleurs arrondis. Je vais essayer de vous trouver une autre image. Voilà, là on le voit mieux. Vous voyez, on a vraiment toujours quasiment ces haut-parleurs en rond. Il y en a 3, avec vraiment les côtés vraiment arrondis. Donc ça, c'est typique de Motorola. Donc là, on serait plus sur... Alors, c'est pas du GP. Revoyons l'image. Ok, alors ça c'est déjà une version monobande, hein. Enfin quasiment tous les Motorola sont monobandes, mais on voit que donc c'est bien Motorola. Il n'y a pas d'écran, donc déjà on voit que pour du conflit, ce qui compte c'est pas forcément d'avoir accès à toutes les fréquences et d'avoir une radio hyper polyvalente, mais au contraire avoir quelque chose d'étanche. Là déjà c'est quelque chose d'étanche, c'est quelque chose de robuste. Vu la taille de l'appareil, à mon avis, on a une bonne batterie dessus. Ça permet d'avoir soit beaucoup de puissance, soit beaucoup d'autonomie, soit les deux. Et je pense que c'est une radio numérique, forcément. Et en plus de ça, on est sur une antenne assez grande. Ça me surprend même qu'elle soit aussi grande. Moi, je dirais que c'est pour la bande des 70, 50-70 mégas. Donc la bande VHF basse. Et c'est pas, on dirait pas une antenne VHF 140, enfin 136, 174. On dirait que c'est pour des fréquences beaucoup plus basses. Normalement, 50 cm, ça fait à peu près, ouais, ça s'arrête ici, quoi. Voilà, l'antenne ferait juste cette taille-là. Là, on est sur une antenne un peu plus grande, donc c'est pour des fréquences aux alentours des 80 mégas. On peut éventuellement se servir c'est quoi ça, un M4 ça? J'arrive pas trop à déterminer le modèle. Ok, ça reprend ici, ouais, on dirait un M4 avec le garde-main, le guidon. Pour moi, c'est du M4. Il faudrait regarder la taille que fait un canon et essayer de comparer ça à l'antenne pour avoir à peu près l'échelle de grandeur de l'antenne. Et ça nous permettra bien sûr donc par là de connaître la bande utilisée sur la radio. On va essayer de voir si on n'entend pas des communications. Alors, vous avez entendu ? Ça, c'est du numérique. Ça, c'est du DMR, j'en suis quasiment sûr et certain.
On entend vraiment je sais pas, il y a une compression du son, je reconnais le DMR, ça c'est du DMR. Donc on voit déjà que les Ukrainiens utilisent du Motorola, matériel américain, sur des fréquences VHF basses, en numérique, et bah, je pense forcément que c'est chiffré. Et apparemment, ils disent qu'il y a une attaque de la tranchée. Voilà. Donc là, je ne m'attendais pas à voir ça direct, mais c'est pas grave, c'est surtout pour vous. Alors, je vais essayer de... J'ai l'impression que l'image n'est pas totalement nette. Bon, la qualité n'est pas extraordinaire, mais c'est aussi volontaire hein, pour éviter d'avoir des soucis avec les droits d'auteur, etc. Et donc là, il signale qu'il y a une prise d'assaut de la tranchée par les Russes. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est compliqué à analyser. Là, ils sont à peut-être 20 mètres. Ils sont peut-être à 20 mètres. Et vous avez bien vu ce qui s'est passé? Le gars, il a dû... Allez, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont à 20 mètres. Ouais, allez, 15-20 mètres. Hein. 20 mètres. Ouais, 30 mètres pour être gentil. 30 mètres, le gars il a tiré allez, 8 cartouches, 8, 9, j'ai pas bien compté, 9 cartouches. À 20 mètres, il l'a loupé. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend déjà? On est sur de la très haute intensité. C'est-à-dire qu'on va passer énormément de cartouches pour essayer de toucher un gars qui est juste à 20 mètres. Alors après, bien sûr, il y a l'adrénaline qui rentre en jeu, etc. Mais il faut arrêter d'imaginer que, hop, bam, on tire une fois, c'est bon, le gars, on l'a couché. Là, c'est peut-être 100-200 cartouches avant, bon là, pas à cette distance, mais il y a des fois où on peut voir, les gars, ils vident tout leur chargeur et on ne sait pas s'ils touchent. Et même sur de la courte distance, en réalité, bah, même si on est posté comme ça, parce que le gars, il est posé, hein, enfin, il est posé, là, il y a une grenade, mais juste avant, il était posé sur un talus, bah, même en étant posé sur un talus, avec le mec en face à 20 mètres, bah, on le touche pas. C'est quand même fou, hein. C'est là qu'on voit la réalité. Voilà, tir à la somalienne. On voit également qu'il y a beaucoup de tirs à la somalienne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, c'est les... Non, ça, c'est les Russes. Ok, ils se sont fait cramer. Donc, on va faire un petit arrêt sur image. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un gars, là, il est capoute. Le deuxième, on sent qu'il est pas loin. Le troisième, lui, il arrive encore à marcher. Instinct de survie, qu'est-ce qui se passe? Là, conflit, pas conflit. À un moment donné, je pense que le cerveau décroche et il y a juste une chose qui compte pour nous, c'est juste de se mettre à l'abri et d'éviter de crever. Donc là, on voit que le gars, le seul réflexe qui lui reste, c'est juste d'essayer de courir comme il peut. Bon, là, ils sont à 20 mètres, donc il n'aura aucune chance, mais voilà, instinct de survie, il n'y a plus de combat, il n'y a plus rien, c'est juste on se taille, quoi. C'est pas compliqué, c'est de la fuite. C'est la meilleure méthode, hein, de toute façon, de survie, hein, c'est la fuite. Bon, là, je pense que malheureusement, il n'aura pas de chance, le gars, mais... ouais. Ah oui, et justement, parce que moi, je pars du principe que c'est tous des humains, c'est toujours malheureux de voir quelqu'un crever, que ça soit de n'importe quelle origine, n'importe quel milieu, n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, on s'en fout. C'est quand même malheureux de voir quelqu'un crever, et... parce qu'il n'y a pas d'autre mot, là, il meurt pas, il crève. Il crève dans de la boue. On voit au niveau du titre, alors, je ne sais pas si vous le voyez, vous, c'est les orques jump, donc sautent dans la tranchée, dans notre tranchée. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dès le début du conflit, c'est que très vite, on ne parlait plus d'humains, on parlait d'orques. Vous savez, vraiment comme pour déshumaniser la personne qui est en face. Alors bien sûr aussi, c'est aussi une méthode de protection du cerveau, c'est d'essayer de fuir un petit peu le réel, d'essayer de trouver une excuse. Donc là, c'est pas des humains qu'on va tuer, c'est des orques. Bon voilà, on voit que le gars, il n'a pas eu de chance. Hein. Et régulièrement, ce terme revient. Et moi, ça me choque un peu d'entendre parler d'orques. Non, c'est des humains qui, pour la plupart, n'ont rien demandé. Ils sont envoyés à l'abattoir et voilà. Le gars, peut-être qu'il n'a jamais voulu participer à ce conflit, il se retrouve là dans la bouillasse, à crever comme un con.
Voilà, j'ai tué des orques. On le voit juste avant. I've killed. J'ai tué tous les orques. Vous pouvez sortir de la position de... Enfin, vous pouvez sortir de la position. On voit qu'au niveau de la courte distance, les communications se font surtout en vocal, hein, on crie. Ça, c'est quelque chose, moi je ne m'attendais pas à ça pour le coup. J'ai été surpris au début, mais maintenant ça me semble un peu plus logique. C'est qu'on n'a pas l'instinct de, si jamais on a une radio, peut-être qu'ils n'ont pas tous une radio, peut-être qu'il y a une radio par escouade, par groupe, ou peut-être deux, si jamais il y en a une qui est HS. Mais les communications au sein du groupe se font uniquement en vocal. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est que là, il n'y a pas de buisson, il n'y a rien. C'est comme à Verdun, quoi. C'est des arbres brûlés, de la terre, de la gadoue, et c'est tout ce qui reste. Moi, ce qui me surprend aussi, c'est que là, ils sont en train de se faire canarder. Et le gars, je pense que c'est filmé par une GoPro, à mon avis, il l'a sur le casque. Ça veut dire que là, il est la tête levée, parce qu'on voit bien l'horizon. Moi, ce qui m'étonne, c'est que bien souvent, les gars, ils sont limite debout, en fait. Alors, si vous avez des raisons de ça, moi, je veux bien le comprendre, mais enfin, expliquez-moi. Mais je comprends pas pourquoi les gars se mettent debout. Genre, souvent, ils combattent levés, ils sont comme ça, on dirait qu'ils se baladent, alors qu'ils se font canarder. Ou peut-être qu'ils en ont plus rien à foutre. Peut-être qu'il y a l'adrénaline qui fait que tu fais pas gaffe. Parce que là, on sent quand même que le gars est en méga stress, hein. Au niveau de la voix, ça se ressent direct. Là, on a une communication en DMR. Ils sont à 11 o'clock, hein, donc c'est donc 11, ça fait nord-ouest. Et à mon avis, le gars lui dit par où ça arrive. Par radio, ça doit être un pilote de drone qui doit avoir lui une vue d'ensemble par son drone et qui lui donne un petit peu les positions. Alors lui, ah oui d'accord, il essaie de... Ok, il tire sur le gars qui est devant là pour... peut-être qu'il est pas sûr qu'il soit mort ou je sais pas. Là, il lui retire dessus. On sait jamais. Ok. Donc là, on voit, regardez, hein, c'est ça qui est bluffant, hein. C'est que là, ils sont à quoi 30 mètres, 40 mètres. C'est ça que je comprends pas, c'est que les mecs, ils sont à découvert. Après, peut-être qu'ils n'ont pas le choix. À mon avis, c'est juste pour passer le talus. Mais moi, ce qui me bluffe à chaque fois, c'est que là, ils se tirent à 30 mètres, quoi. Et des fois, ils passent des chargeurs et des chargeurs. Comme là, vous voyez, ah, je crois qu'il l'a eu. Mais t'en as des fois, ils en passent, hein, des cartouches avant. Ok, là on voit qu'ils communiquent toujours, c'est la même radio, on reconnaît le scotch. Là on entend le DMR. Lui il est toujours debout. Peut-être que c'est l'opérateur radio, il a besoin d'avoir un meilleur dégagement, mais je sais pas, ses collègues ils sont allongés, lui il est debout. C'est assez surprenant. Ok. Donc là, au niveau des technologies, hein, à part la radio, on est sur du combat classique. Peut-être avec son collègue avec le drone, mais on le voit pas. Mais à part ça, je vois rien de très innovant dans les conflits. Donc on voit que pour le moment, c'est... Vous voyez, le gars, il est debout. Les gars, ils sortent à 30 mètres à côté de lui. C'est pas grave. Ok. Alors, je reconnais quelques mots et pour moi, il parle... c'est un espèce de russe. Ok, bon, allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Tiens, des prises par drone. Tiens, ça va être intéressant, ça. La tranchée. Ok, donc là, on voit
prise de vue par drone. À mon avis, vu la qualité et vu la stabilité du drone, c'est du drone civil, enfin c'est du drone modifié, genre DJI ou je sais pas quelle marque, là, voilà les bons drones. Ok, donc là ils ont même marqué pour être sûr de savoir ce qu'on voit. Alors les tranchées très intéressant aussi à analyser, c'est que on n'est jamais sur des tranchées droites, hein, si vous regardez bien, à part bien sûr ici, mais bien souvent on a des tranchées en dents de scie pour justement éviter que si quelqu'un arrive, tombe dans je sais pas, les ennemis qui arrivent dans la tranchée, ça évite que le gars puisse avoir une vue sur l'ensemble de la tranchée et pouvoir potentiellement allumer tout le monde. Là, bah, c'est rangée par rangée, angle par angle qu'on va avancer. Donc c'est à la fois bien et pas bien, parce que bah, c'est bien parce que ça permet de sécuriser eh bien, le reste de la tranchée, mais c'est pas bien parce qu'on peut pas réellement savoir ce qui se passe ailleurs, et bah, bien souvent les combats vont se passer dans les angles. Et donc ça aussi c'est quelque chose de très intéressant à comprendre et à savoir, c'est que il faut savoir tirer à partir d'angles. Ok, donc là on est vraiment sur de la prise de vue. À mon avis, c'est juste un drone d'observation qui va bien leur indiquer s'il y a du mouvement ou quoi que ce soit. Ok, on voit que là, vous voyez, c'est ça le souci, c'est que là, aucune observation, il n'y a personne qui est posté pour surveiller. Et les gars sont rentrés, en plus ils sont en beige, hein, donc on les voit assez facilement. Mais le souci, c'est que bah, d'ici, vu qu'ils sont dans cette rangée-là, bah, s'il y a un gars ici, bah, il ne les voit pas en fait, à cause des angles. Vous voyez, observez bien leur mouvement. Vous voyez, c'est vraiment, on est sur de l'angle par angle. Hop, je me poste au deuxième, j'avance, je passe sur l'autre angle, j'avance. Et en fait, c'est beaucoup ça. Les vrais conflits, si on regarde bien, en fait, c'est surtout de la saturation de position. C'est que les gars, ils vont se poster à un endroit, ils vont allumer la position, même s'ils tirent là, ils savent qu'ils tirent dans le sable, hein. Ils savent que le gars, il est planqué dans l'angle, mais ils tirent. Ils tirent pour faire baisser les têtes. C'est pas compliqué, ils font baisser les têtes, et pendant ce temps-là, ils peuvent avancer, ils peuvent manœuvrer, ils peuvent déplacer leur drone, ils peuvent faire je ne sais quoi, et les gars sont obligés de se retrancher. C'est bien parce que ça permet d'être assez libre au niveau de la manœuvre, mais c'est pas bien parce que bah, ça, comment dire, ça gaspille beaucoup de munitions. Donc derrière, il faut avoir une bonne logistique et un bon réapprovisionnement par rapport aux cartouches, quoi. Ok, donc là on voit qu'il continue de saturer la position. Vous voyez, le gars il tire. J'ai l'impression qu'il essaie de tirer ici, mais ça part là-bas. Mais il n'y a personne. Ah si, là on le voit sortir. Là c'est un russe. Ok, vous voyez, ils étaient tous entassés derrière, c'est ce que je vous expliquais, c'est que en fait c'est juste pour faire baisser la tête. C'était obligé qu'ils soient dans le coin. Dès que ça s'arrête, les gars ils y vont. Et vous voyez qu'en fait, regardez, ils sont à peut-être 15 mètres. 15 mètres de distance, et l'un ne voit pas l'autre. Lui, il voit rien, il continue d'allumer là-bas. Eux, ils les voient pas, donc ils avancent, on dirait qu'ils se baladent. Vous voyez, regarde, ils sont face à face. Là, ils sont littéralement face à face, et ils ne se voient pas. C'est ça le gros risque des tranchées en fait, c'est vraiment les angles. Les angles, c'est leur cauchemar à mon avis. Regardez, regardez, ils sont à 10 mètres. C'est impressionnant en vrai de voir ce type d'image. Je ne l'avais pas vu. Ils ne se voient pas. Le gars vise, et grâce ou à cause des angles, et l'autre il arrive à passer. Ah, lui je crois qu'il a fini par le voir. Il y a quand même des petites rentrées, vous voyez, pour se poster. Ah, voilà. Bon bah, lui, finito. Et c'est bien souvent sur juste des réflexes en fait qu'ils arrivent à allumer les autres. C'est impressionnant. Et c'est bien souvent dans les angles. C'est que quasiment sur toutes les images que j'ai pu voir, les gars sont à 2 mètres l'un de l'autre et ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un. Et là, vous voyez, en un quart de seconde, c'est ah, quoi? Eh ben, putain. Moi qui pensais que c'était fini. Ah non, non, non. Regardez, regardez, ils sont à 3-4 mètres. 3-4 mètres.
Mais ah, vous voyez, regarde, on voit l'autre drone là. On voit le deuxième drone d'observation. Ils sont plusieurs en fait, ils travaillent en équipe. Là, on le voit. On le voit juste au-dessus. Je sais pas si vous voyez. Là, juste là, on voit. Donc ça, c'est un blanc. Ça doit être un Digi ou je crois que c'est ça la marque. Donc drone civil pour l'observation. Impressionnant. Celle-là, je l'avais jamais vue. Tu vois, et regarde, le gars il tire dans l'angle au cas où pour faire reculer, pour faire baisser les têtes, mais il n'y a plus personne. En fait, ils ne se voient pas. Donc le gros avantage du drone, c'est que, enfin là, je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas réussi à les détecter. C'est que l'opérateur drone, lui, il a merdé parce que les gars, pendant 30 secondes, ils ont avancé ici. Eux, ils étaient à 3-4 mètres. L'autre, il était il l'avait en plein dans la ligne de mire et personne ne l'a prévenu. Donc l'information, c'est vraiment là qu'on voit la pertinence de l'information, c'est que si tout s'emboîte parfaitement, c'est efficace. Là, il y a eu une merde, à mon avis, au niveau du pilote de drone, et il n'a pas donné l'info quand il fallait. Ok, ils vont se replanquer, et eux, ils savent même pas qu'il n'y a plus personne. Voilà, vous voyez, ils continuent de faire péter les angles, mais il n'y a plus personne dans les angles. Ok, on va avancer un petit peu. En fait, c'est ça, c'est que les gars, ils restent sur des positions, ils savent pas s'il y a quelqu'un ou pas, et ils allument, ils allument, ils allument. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'ils savent pas, hein, mais... Bon, qu'est-ce qui se passe après, là? C'est juste du... Ok. Je pense qu'il essaye de l'autre de balancer une grenade dedans. Il n'y arrive pas. Mais c'est... Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Ah, mais il y a peut-être une autre entrée. Ok, c'est on dirait qu'il y a une entrée ici aussi. Ça commence à fumer. Ok. Ah, d'accord. C'est qu'il y a des postes de tir. D'accord, c'est ça qui vise depuis le début. Ok, bon, allez, on va pas rester plus longtemps sur celle-là. On va voir ce qu'il y a. J'ai déjà vu ça, K2, ça fait plusieurs fois que je les vois. Hop, bah parfait, c'est cool. Parfait. Alors là, on a vraiment ce qu'on cherchait. Alors le gars, il était sur quoi là? On voyait son téléphone. Moi, c'est WhatsApp, ça on dirait. Non, pas WhatsApp, non, juste SMS, ok. Alors, nickel. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une GoPro. On a. Alors, qu'est-ce que c'est comme matériel? Donc, ça, à mon avis, c'est une antenne Wi-Fi. Ah, bah voilà, on voit le DJ. Donc, on est sur du matos civil encore. Hein. C'est quasiment que du matos civil. Je sais pas si on voit bien l'écran. Désolé, je fais des va-et-vient, mais c'est pour essayer d'avoir une image parfaite. Non. Je voulais savoir ce qu'on voyait sur son écran, en fait. C'est quoi ça? Alors là, on voit une vue du dessus, c'est vraiment pas net, mais on voit que c'est de l'observation. Le gars, il se poste en hauteur, et il se poste énormément haut, enfin assez haut pour pas que les autres entendent le drone voler. Et après, il zoome et ça lui permet de connaître les positions. Ok. Bon, là, c'est ok. Ça m'intéresse pas, ça. Moi, je veux vraiment de l'image brute. De l'image brute, de l'image brute. Est-ce qu'on en a là? Celui-là, tiens. Non, moi je voulais un petit peu de drone là pour voir. On a vu un peu de tranchée. Voir un petit peu du drone maintenant. Ah, c'est quoi ça? Ça a l'air sympa. Bon. On se retrouve sur du drone. Alors là, la qualité est dégueulasse, mais c'est pas moi. C'est vraiment c'est vraiment la vidéo. Alors, je sais pas, mais on dirait le logo de l'application Attack. C'est bizarre. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas du tout ce qu'on voit. Donc, ok, là, on est plus sur du drone d'attaque, on va dire.
du drone kamikaze. Ok, donc on a une espèce de point fixe. Non, non, il vole. 440 mètres. Ok, donc c'est juste de la triangulation en fait. C'est juste pour reporter enfin pour faire des reports sur les tirs. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? On n'a pas du drone un peu. Moi je veux du drone. Voyons voir ça. Бігти без зупинки. А це другий варіант типової поведінки. Тимчасово живі. Закопати. Можемо пройти. Ouais, Ті, ok, сподіваюсь, невеликий. pas très intéressant. Ok, c'est bon, j'ai trouvé une autre vidéo drone. Donc là, on est sur un drone pour larguer des petites bombinettes. Là, je sais pas si vous vous rendez compte un peu de l'échelle. Après, on a une espèce de grand angle sur les drones, mais là, à mon avis, il est facilement à de 300 mètres. Alors, je sais pas comment il arrive à viser. Peut-être que sur leur écran, ils ont une espèce de viseur marqué de dessiner sur l'écran pour avoir à peu près pour avoir le centre du drone. Donc là, on est sur un drone qui largue des petites bombinettes sur du personnel au sol. Alors là, on voit pas tellement. Je crois que le gars il a été touché. Il n'y a pas de son par contre. Alors là, on a un autre drone d'observation. Ok. Oui, quand même, ils sont extrêmement loin. Le drone, il doit peut-être être à 500 mètres, 600 mètres de l'objectif. Et parce qu'un drone, ça fout un boucan pas possible et tu es obligé de voler très haut pour pas te faire détecter. Par contre, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a... Moi, ça me surprend toujours. Après, je ne suis pas sur le terrain, donc je peux pas avoir de certitude. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun personnel de désigné, de formé dans la détection de drones? Alors, je sais que sur certaines zones, les Russes ont des brouilleurs pour les drones, mais dans la plupart des cas, on voit que sur du conflit, on va dire, de grande envergure, sur des longs terrains, il y a personne qui est là pour détecter les drones. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ça, c'est que aujourd'hui, la plupart des armées sont complètement dépassées par l'utilisation de drones durant des conflits. Vous voyez, là, c'est un drone, et c'est tout con, hein. C'est un drone civil avec une c'est quoi, c'est on dirait des grenades soviétiques, ça. Oui, ça en est une, un peu en pamplemousse, là. Avec juste un système de poignée, de crochet qui va lâcher l'objet. Souvent, c'est imprimé 3D pour le support dans lequel on va les mettre. Et on appuie sur un simple bouton, c'est une commande à distance, hein, un peu comme les télécommandes de voiture, encore plus simple. On envoie une tonalité, un signal quelconque, via fréquence radio. Et le dispositif qui est fixé sur le drone va venir tout simplement décrocher, ouvrir comment dire, un crochet, quelque chose, et qui va lâcher tout simplement la grenade dans la tranchée. Et voilà. Là, je pense qu'il a tout nettoyé. Et c'est là qu'on peut vraiment voir la pertinence et la puissance du drone. C'est que un drone qui vaut peut-être, allez, je sais pas moi, 200-300 balles, avec une grenade, une seule grenade, et un dispositif qui doit peut-être coûter 5 ou 10 euros à la fabrication, pour aller maximum 600 euros, en fait, tu peux nettoyer une tranchée sans avoir à gaspiller aucune cartouche. Là où du personnel qui aurait mis leur vie en jeu, parce que là un drone on s'en fout, hein, un drone c'est abattu, c'est un drone, là il aurait peut-être fallu 10-15 personnes pour nettoyer la même tranchée, le même trou, en consommant beaucoup plus de munitions. Moi c'est vraiment ça qui m'a marqué dans l'utilisation de drone, c'est que ça
permet, avec les moyens du bord, parce que tout ça c'est du fabrication maison, hein, c'est des tubes et des petits détonateurs, des petites conneries qui sont fixés sur des drones pas chers. Et ça, c'est vachement redoutable parce que d'une première part, tu peux pas savoir que ça va te tomber dessus. D'une deuxième part, ça ne coûte pas cher. Et d'une troisième part, c'est rudement plus efficace et plus précis que quelqu'un qui va devoir se mettre à peut-être 15-20 mètres de la tranchée pour aller balancer sa grenade. Là, tu es à 1 km, tu la lâches et tu nettoies. C'est vraiment ça qu'il faut. Ok, là on voit que le mec il a été... Ah ok, il lui en lâche une deuxième. Là il a bien visé. Ce qu'on voit, et moi ce que je retiens dans l'utilisation des bombinettes, c'est que c'est vraiment sur un espace très restreint. Donc là c'est soit tu la fais tomber ici et ça arrose sur toute la tranchée, donc toute la longueur. Si ça tombe au sol, c'est bien souvent, ça fait un peu comme un rayon qui passe tout autour. C'est pas au-dessus, c'est pas en dessous, c'est vraiment, ça fait une sorte de, comment dire, d'onde qui va, qui va partir. Ok, le gars il fume à moitié, donc ça aussi c'est quelque chose que je ne pensais pas. Dès qu'on se fait exploser comme ça, bah on fume en fait, on brûle littéralement. C'est-à-dire qu'en 1/10 de seconde, vos habits prennent feu. C'est quand même impressionnant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de puissance derrière. Donc là, à mon avis, le gars, ça doit être les jambes, vu comment il marchait. Donc là, on a l'impression que... Non, c'est pas le même endroit. C'est ça, c'est qu'en plus de ça, les gars ne savent même pas qu'est-ce qui leur tombe dessus. Est-ce que c'est un drone? Est-ce que c'est un gars qui me balance quelque chose? Est-ce que c'est un tir lointain? Tu sais pas, en fait. T'as un truc d'un seul coup qui te pète dessus. C'est assez impressionnant, la redoutabilité de l'utilisation du drone. Vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est un dépôt c'est un dépôt de munitions. On voit qu'il y a des chargeurs et les caisses. On dirait qu'il y a un gars, je vois pas avec le truc là, mais... Alors voyons voir ce que ça nous propose. Je sais que c'est pas des images marrantes à voir, mais c'est vraiment hyper important de regarder ces choses-là pour vraiment voir à quoi ressemble réellement le conflit moderne en fait. Donc on a beaucoup de drones, de tranchées, ou alors sur des grandes surfaces, eh bien c'est surtout du char en fait, c'est du véhicule lourd. Donc là qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un gars qui dort. Donc c'est ça en fait, la nouvelle guerre psychologique à l'époque, à Verdun ou autre, c'était le fait de se prendre une bombe sur la gueule, des tirs. Là aujourd'hui, c'est un peu pareil, c'est qu'à n'importe quel moment, ça peut te tomber dessus. C'est ça en fait qui est je pense, redoutable, plus que la puissance d'une grenade, parce qu'en soi, une bombinette ou une petite grenade, ça peut-être ça éclate sur 20-30 mètres. Au-delà, je pense que les éclats sont plus vraiment dangereux, mais au niveau de la létalité, c'est vraiment sur de la courte distance. Très courte distance, c'est 5-10 mètres, 15 mètres maximum pour vraiment l'efficacité directe. L'arrêt immédiat de la personne. Et encore, il faut voir. Mais c'est qu'aujourd'hui, les tirs, on les entend même plus. C'est un drone qui se fout à 500 mètres au-dessus de notre tête et qui peut larguer à n'importe quel moment un truc pendant qu'on dort. Et ça, je pense que psychologiquement, c'est horrible. Et parce que, en plus de ça, dès qu'on voit... Voilà, lui, il comprend pas trop ce qui lui arrive. Oh non. Ah, le gars... Ah, attends, j'ai loupé un truc, là. Le gars, il a son truc arraché. Attends, j'ai pas compris, là. Il y a déjà du blanc. Ok, on voit une bande blanche. On va rester sur cette bande blanche. Donc c'est déjà la tenue qui est comme ça. D'accord, c'est... Ah, c'est son blouson. Oh putain, c'est son blouson en fait qu'il a sauvé au gars. Et il s'en bat les couilles. On dirait qu'il en a rien à foutre. Genre, mais laisse-moi dormir. Reviens, reviens plus tard. Ah ouais, il s'est quand même... on dirait qu'il s'est quand même fait arracher. Hein. Je sais pas, pour moi, on dirait du sang, ça. On dirait que ça lui est tombé sous le bras. Mais c'est bizarre. Ou alors, c'était peut-être un blouson qu'il avait et qui a déjà subi des dégâts. Mais... Ouh, bah là, par contre, la grenade, ça pardonne pas. Ouh.
Attends, là, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris, il faut revoir cette image-là. Parce que, alors, attends, le gars, il se prend une grenade. Déjà, ce qui est étonnant, c'est qu'elle pète pas. La plupart du temps, même s'il y a un retardateur, dès qu'elle tombe avec les gros chocs, ça les fait péter immédiatement. Mais c'est que le gars, il la prend, il la balance. Il bouge pas. En plus, il n'est pas dans une position vraiment de protection, là. Hein. Ah, il est plutôt dans une position fétale de dormir, en fait. Hein. Dormir dans une tranchée quand il fait froid. Tu te recroquevilles. Le gars, il a... Oh putain, il a eu chaud, hein, en vrai. Hein. Moi, je m'en fous après russe, ukrainien, ça, je m'en tape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté survie. Le gars, réflexe de malade, hein, parce que le gars, il dort. Hein. Il dort. Imaginez-vous, hein, vous dormez dans la gadoue, vous êtes fatigué, ça fait des jours que vous dormez mal. En pleine journée, vous vous assoupissez dans de la gadoue et de la merde. Et là, dans votre sommeil, il y a une grenade, il y a une grenade qui vous tombe sur le bide. Et le gars, c'est impressionnant. Vraiment, moi, ça me surprend le niveau de... Parce qu'elle est découpée, on l'a vu, hein, la péter. Le gars, en même pas une seconde, il la prend, il la jette au KLM, hein, même pas il court. Et la plupart des gens, ils se mettent à sprinter. Et elle pète. Le gars, il a à peine le temps. C'est impressionnant. Le gars, il avait la tête baissée. Il a le temps de la ramasser, de lever la tête, de la jeter, de rebaisser la tête et de prendre sa position fétale. Et regardez. Je vais pas dire qu'il a rien, mais en tout cas, il est pas déchiqueté. Quoique, je sais pas. Parce qu'ils mettent du flou, donc à mon avis, c'est que... Bah non. Non, il y avait déjà ça. Je pensais que c'était peut-être des organes ou autre. On dirait que c'est une branche qu'il a. C'est bizarre. Il a ça. Et après, il floute. C'est vraiment bizarre. Et là, vous avez vu, hein, il a à peine le temps de faire le mouvement de la main que ça explose. Il se retourne. À mon avis, c'est son bouson qui a dû lui sauver le cul. Et là, par contre, je sais pas s'il est cramé ou pas, mais à mon avis, ça a dû péter à 3 mètres. À mon avis, il doit être bien sonné, parce que non, il n'a pas l'air d'avoir de membres arrachés, ni quoi que ce soit. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il y a un gars déjà... On dirait un tireur. Il est dans une position de tir, on dirait, avec l'angle, le genou cassé. Enfin, le genou en angle droit. Une jambe droite pour le recul vers l'arrière, une autre pour la stabilité. Il a les deux bras vers là, donc on dirait qu'il est en position de tir vers là. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est blanc. C'est peut-être une mauvaise prise de vidéo ou autre. Et ça bouge pas. Et le gars ne bouge pas. Alors peut-être que c'était un leurre, peut-être que c'était un Maccabée, je sais pas. Et on dirait qu'il retente. On dirait qu'il va... Non, c'est la même vidéo. Non, ça bouge pas. Ok. C'est quand même impressionnant. Alors je sais que c'est jamais drôle de voir ces images-là, mais vraiment, c'est hyper instructif, je trouve. Donc, qu'est-ce que c'est? Toujours de la prise de vue. On voit que là, c'est de l'observation. Ah non, c'est pas de l'observation, autant pour moi. Ouh, bien joué. Là. Ouh. Ah ouais, le gars, il s'est fait péter le caisson, là. Ah bah là, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Hein. Il a voulu faire le gilet jaune à prendre et à ramasser. Hein. Mais... On voit. Hop. En plus, c'est bizarre, on dirait qu'ils ont mis dessus des espèces d'ailettes. Vous voyez? On voit les ailettes là. On voit, ça fait tac et tac. Comme si c'était pour que le poids guide vers le bas. Et les ailettes permettent qu'il y ait beaucoup plus de stabilité au niveau de la chute pour pas que ça parte n'importe comment. Et effectivement, ça m'a l'air assez stable. Hein. On voit que ça part un peu en spirale, mais ça reste relativement correct. Et on voit qu'il a bien visé, que ça marche bien au final. Mettre des petites ailettes sur les grunes. Vous voyez, hop, ça tombe sur la table. Là, c'est sur le point blanc. Là. Notez bien le blanc, là, ici. Elle est juste là. Et le gars, il a dû se dire, ça n'a pas pété. C'est qu'elle a foiré, en fait. Et là, bam.
Et là, forcément, bah, c'est finito. Hein. Et on voit qu'en fait, il visait un stock en fait. Vu comme ça part en flamme. Et c'est vraiment très très intéressant pas étudier, mais à analyser. Et sinon, on voit que ça reste quand même du conflit assez standard, quoi. Des gens face à face, et puis il y a surtout cette utilisation du drone qui est vraiment présente partout. Et ce qui m'étonne, c'est on le voit beaucoup moins côté russe. Alors je sais pas si c'est volontaire ou non. En tout cas, j'ai vu très peu de vidéos, je crois que j'ai dû en voir une, d'opérateurs drones côté russe, alors qu'au côté ukrainien, il y en a énormément. Alors ça, c'est intéressant, vous voyez, ils pixelisent pour justement pas qu'on puisse reconnaître... Ah non, c'est parce qu'il y avait quelqu'un au sol. Ok. Le marquage qui est aussi énormément présent. Depuis le début, on voit qu'il y a vraiment ce... Comment partout, ça me rappelle un peu l'airsoft, où on marque bien les équipes. Bah là, malgré le fait qu'on soit tous en camouflage, l'identification est hyper importante. Il faut identifier facilement et efficacement les opérateurs sur le terrain. Et donc, jambes, bras et casques. Parce que les casques, on les voit du dessus, alors que les bras, on peut peut-être pas les voir selon l'angle. Parce que, au final, c'est beaucoup moins risqué, comment dire, entre être totalement en camouflage, mais potentiellement être pris comme un hostile, bah, c'est beaucoup plus dangereux de se faire prendre par un hostile par ses propres coéquipiers, par ses coéquipiers. C'est beaucoup plus dangereux que d'être identifié et d'être vu de loin par l'ennemi qui de toute façon sait qu'on est là. Voilà. Vu que là on est plus sur de la guerre de position, sur de la guerre de tranchées que de la guerre de camouflage, si vous voyez ce que je veux dire. Là on sait pertinemment où est l'ennemi, avec quoi il est équipé. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'allumer en fait. Voilà, c'est ça l'objectif. On voit qu'il y a une... Ah, il la rebalance. Ah mais, attendez. Comme quoi, il faut avoir des bons yeux. Hein. Là, je sais pas si vous voyez bien. Il n'y a pas un truc qui vous choque là? La grenade, elle n'a pas la goupille encore de poser dessus. Et en fait, le gars, je pense qu'il était tellement stressé en face qu'il a pas fait attention. Et ça arrive régulièrement sur les conflits. Hein. Là, on le voit sur celui-là, mais par exemple, c'était où en Syrie. En Syrie, côté comment dire, voilà, il y en a qui tirent au RPG-7 et bien souvent, ils savent même pas il faut dégoupiller. Donc les gars, ils tirent un projectile qui n'explosera jamais parce que ou ça part pas du tout parce que ils ont pas. Ouf. Ah oui, ah oui, 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 oui. Ah ouais, là, effectivement, ça éclabousse. Et donc ouais, voilà, vous voyez, le gars là, lui, il a eu un très bon réflexe, c'est de voir que c'était pas dégoupillé. Il l'a repris, il l'a rebalancé. Et au final, c'était pas un piège, non, c'est juste que le gars en face, il a fait de la merde. Et là, c'est le gars, hein, tout simplement. À mon avis, c'est ce qu'on voit fumer juste ici. Et puis là, on voit l'équipement. On voit le chest rig ici, des trucs de ce qui est sur la plaque. Ça, à mon avis, c'est de la chair. Voilà. Voilà quoi, ça ressemble réellement à un conflit. C'est que ah bah on le voit, il est à gauche là. Il est tombé là. C'est que le gars, il a volé. Hein. Alors là, j'ai l'impression que c'est le même truc, mais vu du dessus. Alors nous, on était, à mon avis, on était ici. On voyait comme ça. Donc on voyait dans cette direction. Et maintenant, on est vu du dessus, en face inverse. Enfin, en inversé. Ah non, d'accord. C'est l'explosion. Ah ouais, mais d'accord. Mais moi, des pixels, je joue pas à Minecraft. Hein. Ah bah là, on le voit. Ok. Là, on voit le... Ah non, ça c'est Kamikaze, donc à mon avis, c'est les drones. Ouais, mais non, c'est pas... Bon. Même avec ça, on peut deviner déjà un petit peu ce qui se passe. Et vous voyez, vraiment, l'identification, c'est primordial, en fait. Hein. Vraiment, les gars, ils sont en bleu fluo, limite. Bah ouais, mais c'est vraiment hyper important. Et ça aussi, ça m'a marqué parce que je m'attendais pas à voir des gars avec des brassards blancs. Les Russes sont beaucoup en blanc, les Ukrainiens beaucoup soit en bleu, soit en jaune. Mais c'est quand même flashy, quoi.
Et malgré ça, ça les gêne pas. Donc en soi, le camouflage, c'est, on va dire, plus secondaire sur ce type de conflit, vu qu'on sait pertinemment où est l'ennemi. Et, et voilà, il n'y a pas vraiment de raison de se cacher, quoi. Enfin, de se camoufler plutôt. Ok, bon, ça fait quasiment 1 heure déjà. On va peut-être pouvoir regarder... Tiens, voilà celui-là. Sinon, au niveau de l'équipement, on voit que c'est de l'équipement, on va dire, conventionnel des pays de l'Est. Hein. Ils ont des deux côtés à peu près la même chose, hein, de l'AK. Enfin, de l'AK, ça n'existe plus tellement maintenant, mais plateforme style AK, voilà. Et je trouve que c'est aussi pratique niveau munitions. Alors par contre, je ne sais pas s'ils sont en autant, en munitions autant côté ukrainien et en 7,62 côté russe. S'ils sont sur la même munition, ça peut éventuellement permettre de piquer un peu les munitions des autres, même si je pense que c'est pas forcément toujours conseillé. Si jamais c'est le cas, ça serait intéressant d'aller un peu plus loin dans la réflexion et de se dire que peut-être que selon les conflits, selon les zones géographiques dans lesquelles on fait nos conflits, eh bien, on va changer peut-être la munition. Il y aura une munition qui va prédominer sur les autres par rapport à ce qui est le plus utilisé pour être le plus standard possible au niveau, au niveau des munitions. Oui, c'est ça qui me surprend, moi, c'est que les gars, bon, lui ça va, mais lui, je sais pas, il a 4 pattes. Bon, après, il n'y a rien pour le protéger, peut-être si tu te mets derrière le pylône, mais c'est étonnant de les voir se poser comme ça. Oui, là, ils sont en vert. On peut facilement y... Oula. Et c'est ça le souci, c'est que là, on peut même se mettre... imaginer l'effet inverse, l'effet miroir, les Russes qui balancent des grenades par drone sur les Ukrainiens dans les tranchées. Donc c'est ça que ça peut donner. Tu es en train de combattre, donc forcément tu es focalisé sur ce qu'il y a devant toi et pas sur ce qu'il y a au-dessus de ta tête. Et là, on dirait bien que c'est... Ouais, c'est un tir du dessus, en fait. Hein. On n'a pas vu trop de matos radio, je suis un peu déçu. En tout cas, on a... Ah, non, j'ai cru que c'était une antenne. On voit que c'est très proche. Donc là, ça a dû péter à 3 mètres. Lui, il n'a pas de casque. Lui, il a un casque. Lui, il en a un. Ils sont tous sains et saufs. Enfin, à première vue, ils ont tous l'air... Ah non, excuse-moi. Il a une petite éraflure sur le bras. Mais ce qu'on voit, c'est que même des tirs, des explosions à courte distance, en réalité, avec les angles, en fait, c'est vraiment les angles qui protègent. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là, l'angle, c'était l'angle du dessus de la tranchée. Tout à l'heure, c'était l'angle des bords, en fait, enfin des côtés gauche-droite, qui protégeaient les soldats dans les tranchées. Donc vraiment, les angles sont hyper importants. Une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a déjà beaucoup plus de choses, enfin comment dire, de matière à réfléchir et raisonner et en tirer des conclusions pour ce qui est purement survie en fait. Bon, du drone, on n'a pas là, drone first follow, Wagner. Ok. C'est ça qui est impressionnant, c'est que il y a encore quelques années, le renseignement se faisait essentiellement par des tireurs d'élite. Aujourd'hui, c'est un gars, un petit gars, peut-être que ils ont 18 ans, 18-20 ans, des petits jeunes qui fabriquent leurs drones au fond d'un garage, sur des ordinateurs, et qui peuvent, comme ça, à distance, dézinguer des gars, en fait. C'est là qu'on voit qu'en fait, la technologie a pris vraiment le dessus sur la force, pas la force physique, mais la puissance de feu en fait. Aujourd'hui, tu as des tout petits drones qui arrivent à mettre en PLS des tanks qui vaut des millions. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est qu'en fait les gars ils ne voient même pas qu'il y a un drone au-dessus de leur tête et là ils vont se faire péter là. Ah, on dirait qu'il a touché le gars. Ouais. Ah bah là. Ok, bon, ils ont coupé parce que forcément
Et bien souvent, moi j'ai très peu vu de blessures sur les membres, enfin les membres on va dire, externes. C'est plus sur des blessures de style ventre, dos, cou, visage. C'est plus ça qu'on retrouve en réalité que des blessures genre jambes coupées ou quoi, même si ça arrive, hein, mais j'en ai très peu vu, en tout cas sur tout ce qui va être tir par drone. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre. On va taper, on va essayer de voir s'il n'y a pas des petites vidéos sur ceux qui fabriquent. Ok, 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 ok. Ah voilà, ça c'est intéressant. Ah, super, Al Jazeera, on aime. of drones on the battlefield. The military advantages are obvious, especially for a combatant taking Ouais, ok. Allez, moi je quitte cette chaîne. It's a secret location we could only film inside. But here, they plan deadly attacks on... Ok, donc là on voit des jeunes, à mon avis, ils sont pas vieux. On a même une nana, ouais, c'est que des jeunes en fait. C'est que des jeunes qui fabriquent, vous voyez, ce que je vous disais juste avant. C'est la technologie qui a pris le dessus sur la puissance de feu en fait. Là les gars, ils ont des fers à souder, des ordinateurs, des antennes. Et ben voilà, on voit comment ils... Donc là, c'est les drones kamikazes. On voit que c'est vraiment pas des drones hyper chers, hein. C'est vraiment des drones basiques. On voit que ça, c'est une antenne en 5,8 GHz. À mon avis, la commande se fait en Wi-Fi sur le 2,4. Donc là, on a un exemple de ce type de drone. On voit que c'est vraiment des drones ultra rustiques, hein. C'est de l'analogique. Je vous avais déjà un petit peu montré ce type de caméra. Donc c'est vraiment standard, hein. N'importe qui peut avoir un récepteur et intercepter ce type d'image, mais on s'en fout, vu que là l'objectif c'est de la courte distance et de la courte durée. C'est que le drone, on va le lancer pendant 2 minutes peut-être, le temps d'atteindre l'objectif, et une fois qu'il a pété sur l'objectif, bah, on s'en fout quoi. Donc il n'y a aucune sécurité par contre au niveau de ces drones là, puisque bah, tout est en analogique. Enfin, la vidéo est en analogique, par contre les commandes sur des drones pas chers comme ça, c'est vraiment, il n'y a rien de sécurisé. On a même des cheveux bleus qui font la guerre avec les drones. C'est super. Ok, voilà. Voilà à quoi ressemblent les nouvelles rames. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils montrent leur visage. Alors, peut-être qu'ils s'en foutent, peut-être qu'ils ont pas peur, mais je sais pas, ils montrent leur visage pendant le conflit. C'est particulier. Voilà, il explique. Là, on a la charge en gris. Donc, on est vraiment sur des tubes. C'est vraiment du fait maison, hein. Tube PVC, du scotch noir. Là, on est sur un petit circuit imprimé. Ça doit être juste le déclencheur. Ah bah c'est ce qu'il explique. Ok, donc là on a une pile. On a une pile pour peut-être maintenir la mémoire en marche. Peut-être que c'est un bouton. Ah, ça doit détecter. J'ai pas tout. Je regardais surtout l'image. On va mettre les sous-titres. He says he's learned the art of making and priming the kamikaze drone on the job. It stops. His demonstration was uncomfortable to witness. Flying, and then we have a target. And it's attached here. So we just like has a safety.
like the others watching on. Ouais, on dirait que c'est juste un déclenchement par secousse, par contact, par choc. Donc peut-être que le boîtier qu'il y a dessus va détecter une secousse trop violente et va envoyer un courant électrique dans la charge en fait. It's like absurdity of our life because it's scary. Ok, blablabla, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le matos. Hop. Vous voyez, on est vraiment sur des drones. Ça, c'est du drone pour faire du FPV. Hein. Ça doit peut-être valoir... Ah, apparemment, non, c'est des drones russes. Bon, à mon avis, vu l'équipement, on dirait de l'équipement européen. Donc ça doit être côté ukrainien. On voit qu'on est sur de l'analogique. Hein. Ça, c'est de la vidéo analogique, on le voit. C'est tout pixelisé, tout dégueulasse. Donc ça veut dire que c'est non sécurisé. Ça peut être facilement détectable avec un simple récepteur à 30 balles. Un simple récepteur d'image analogique en 5,8. Et là, on voit l'efficacité. Bon, là, je pense que c'est exagéré. Ah, mais c'est des images d'archives. Reporte. Ah ouais, tu m'étonnes. En vrai, tu le vois pas arriver. Le truc, en une demi-seconde, il est sur ta tronche. Donc là, on voit la cible. Ah oui, ça, c'est pareil. On n'en a pas parlé, mais Telegram, c'est énormément utilisé. Alors certains disent oui, mais c'est pas assez sécurisé. Mais en tout cas, ça permet de diffuser, de partager de l'information sans être restreint par une plateforme comme YouTube qui va systématiquement bloquer, supprimer des vidéos un peu trop explicites. Donc au niveau des communications et du renseignement, maintenant, ça se fait essentiellement par Telegram, par Internet, où on va essayer d'identifier les gens, d'identifier le lieu, d'identifier le matériel. Ok, donc là on voit qu'on est toujours sur du drone FPV avec une GoPro. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, on a... alors, je suis pas sûr. C'est soit une antenne... à mon avis, c'est l'antenne Wi-Fi parce que je la vois pas. On aurait dit une antenne UHF. Ah oui! Ah ouais, d'accord. Ah carrément. D'accord. Bon bah, ouais, c'est vrai que ça marche bien aussi ça. Ah carrément. Putain, ça doit peser lourd en plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment du matos civil. Hein. Ouais, je m'en fous de ça. Ah bah c'est un peu le même dispositif qu'on avait vu tout à l'heure, là, au tout début. Qu'est-ce qu'on a vu juste avant? Donc c'est quoi? Shotgun semi-automatique, désigne... D'accord, mais... shotgun help... Ah, en fait, ils se servent du 12 pour allumer du drone. Bah, effectivement, c'est vrai que ils disent que sur la courte distance, enfin sur de la faible altitude, ça peut marcher. Puisque sur un drone, il suffit de toucher ne serait-ce qu'un tout petit parti d'une pale, une toute petite partie d'une des pales, pour le mettre HS en fait. Donc c'est hyper sensible, c'est très discret, c'est très petit, c'est peu cher, c'est maniable, mais c'est très très fragile en fait. Alors il existe bien sûr des protections pour les pales, mais de là à les blinder. Donc là on voit que c'est des antennes hélicoïdales.
ça permet de viser un endroit vraiment très précis. On voit que là, il y a un détecteur optique. À mon avis, il doit y avoir un détecteur infrarouge, plus des antennes. Donc là, on a un brouilleur, à mon avis, c'est pour les très hautes fréquences, de la Wi-Fi et des fréquences... non, l'inverse, des basses fréquences Wi-Fi 2,4 et 5,8, voire au-dessus, je sais pas, mais je pense que ça doit être ça. Donc, la caméra détecte le drone, le cible, et le brouilleur va venir, eh bien, tout simplement, envoyer des signaux qui vont brouiller les commandes du drone. Par contre, voilà, il faut avoir le dispositif, je ne sais pas combien il vaut. Ça peut être fait, ça peut être fabriqué chez soi, mais ça va coûter énormément cher et c'est compliqué à mettre en place. Enfin, c'est plus chiant qu'un truc automatisé, mais c'est faisable. Et donc là, à mon avis, c'est d'autres panneaux qui, pareil, ça doit être des brouilleurs, puisque là, on voit le petit logo qui dit haute intensité. On va regarder Blichter. Qui est Blichter? Radar de bordure. Donc c'est pour les frontières. Voyons voir. On va taper Blichter Radar. Hop, ils ont un site parfait. Alors, c'est quoi ça? .com. On dirait un truc américain. Vu les couleurs, c'est américain. Donc ça c'est quoi? Donc on a vu ce panneau-là, série grande surveillance, c'est quoi? Surveillance radar. Scan detect moving vehicle and person including crawlers over the wide. Ok, donc c'est un radar en fait, c'est un radar fixe. Donc on va le fixer dans une direction. Donc là c'est double radar, enfin double direction. Donc ça va tout simplement envoyer des signaux et puis détecter s'il y a du mouvement, que ce soit aéronef ou non. Donc là on voit justement la tourelle là qu'on a vu juste avant. Ok, on voit qu'elle est mise essentiellement sur les bordures. Donc à mon avis tout est automatisé. Ah oui, c'est un sacré merdier. Ah d'accord, donc en fait ils doivent avoir un angle de travail. On voit que les deux appareils sont situés à peu près dans le même angle. À mon avis, cela permet de détecter détection radar pour le lointain, détection visuelle pour le courte distance et les antennes pour le brouillage. Là, on voit qu'on a la version mobile. Donc non, en fait, on peut le mettre dans toutes les directions. Ok, bon. Je pensais que c'était que dans une direction. Ok. Donc c'était bien ce que je pensais. Et combien ça vaut ce truc? Peut-être qu'avec Patreon, on va pouvoir payer ça. 10 km de portée, ouais, c'est pas dégueulasse. Hein. Par contre, ouais, il faut en avoir tous les 10 km si on veut sécuriser une zone. Hein. D'accord. Ok, bon, allez, on va retourner sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, je l'avais vu. Donc ça c'est quand même bluffant. Là, on a des AWACS, donc c'est les avions, comment dire, c'est une espèce de tour de contrôle volante. Là, on a le radar, etc. On a énormément de choses, le radar, les antennes. Et en fait, cherchez ce que c'est qu'un AWACS, hein, c'est vraiment une tour de contrôle embarquée pour les opérations qui sont effectuées trop loin des bases. On va utiliser un AWACS qui va voler à très haute altitude et qui va permettre de simuler, de créer une tour de contrôle temporaire. Donc là, apparemment, c'est une AWACS. Ah ben, on le voit, Russian AWACS A50. Ce qui est étonnant, c'est que il y a un AWACS, il y a d'autres avions. Le drone vaut là peut-être, il est peut-être à quoi, 50 mètres, même pas. Ça fait combien la queue d'un avion? Peut-être il doit voler à 30 mètres, au-dessus d'une base militaire russe, en plein conflit. Le drone, il est là. Regardez. Et vous entendez le bordel que ça fait? Si vous avez déjà vu des vrais drones FPV voler, ça fout un sacré bordel. On les entend de loin. Le drone arrive à se poser sur l'antenne de la WACS. Par contre, ça a l'air un peu dégueulasse là. C'est tout cassé, on dirait. Et je crois qu'après, il va péter.
Donc là, à mon avis, il attend peut-être des instructions. Voilà, cette vidéo montre l'importance des systèmes anti-drones. Bah oui, tu m'étonnes. Un petit drone a peut-être 500 balles. Il peut détruire un AWACS qui vaut peut-être, je sais pas combien ça vaut des millions. 500 balles, des millions. Donc il y a aussi la guerre économique, c'est qu'aujourd'hui on va essayer de faire la guerre avec le matos le moins cher possible. Déjà, plateforme AK, c'est pas cher. Les drones les drones civils, c'est pas cher. Donc en fait, le conflit se fait énormément avec aujourd'hui, déjà économiquement. Et oui, voilà, avec du matos pas cher. Hein. Donc le drone opérateur a perdu son opportunité de faire de sérieux dommages. Incident, send strong message. Quoi, ah merde, il y avait un problème. Et vous voyez, il passe à côté des tours de contrôle. Il y a personne sur tout ce périmètre qui peut voir le drone. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me surprend, quoi. Donc d'où l'importance d'avoir des opérateurs formés à la détection et à la neutralisation de drones. Mais le problème, c'est qu'actuellement, on n'en voit pas, quoi. Enfin, j'en ai jamais vu sur ce conflit. Enfin, voilà. Bon, on va, je pense, s'arrêter ici. Les conclusions qu'on peut en tirer, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la technologie a énormément avancé, a énormément évolué, et que beaucoup d'armées sont encore très en retard là-dessus. Les Ukrainiens, bon, je pense que c'est forcément fourni par d'autres pays, mais je pense qu'ils ont des bons stocks de drones. Nous, on utilise plus ça pour de l'observation ou autre, très peu pour de l'attaque. Alors qu'eux n'hésitent pas à acheter des drones par dizaines, centaines de milliers pour les modifier comme bombes et attaquer avec ça. Et ça marche, c'est que ça marche contre du matériel assez moderne. Bon, même si beaucoup de chars, là on n'en a pas vu, mais on peut peut-être finir là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, des petits drones comme ça arrivent à neutraliser assez facilement. En tout cas, en connaissant les points faibles, on peut finir là-dessus. Moi, je vous dirai un petit peu moi, ce que j'ai remarqué au niveau des points faibles des tanks. Et donc, je voulais finir sur une autre vidéo. Alors, par contre, moi, ce qui m'étonne dans cette vidéo, c'est que alors déjà, on dirait un vieux truc soviétique des années 60-70. On dirait plus une cible d'entraînement que d'un vrai véhicule utilisé. On voit un espèce de vieux Z, ouais. On dirait plus un char volé. Et pour moi, ça, c'est une démonstration. C'est plus une démo que... Parce que, vu le bruit du drone, t'as le temps de fermer les coutilles. C'était réveillé. Il n'y a pas de personnel qui sort, il n'y a personne autour. C'est vraiment le truc, il est posé en plein milieu d'un terrain vague. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais voilà, vous voyez qu'une petite grenade comme ça, ça peut très facilement tout faire cramer à l'intérieur. Parce que c'est une boîte conserve, le machin. Ça concentre la chaleur. Il suffit que les munitions soient en accès direct. Ah bah là, on a... Voilà. Donc ça, c'est les... je sais plus, c'est des T... Merde, c'est quoi déjà ce modèle-là? Voilà, c'est T90 ou les T72, je sais jamais. On dirait plus un T90. Donc quand même, c'est pas un truc moderne. Hein. On voit avec leur vieux blindage avec les espèces de briquettes là. C'est typique russe. C'est en fait, plutôt que d'éclater le blindage directement, ça éclate les briquettes et ça permet de rajouter des couches supplémentaires de protection. Sauf que là, le drone a directement largué une petite bombinette en fait. Hein. On le voit bien. Toujours un truc artisanal, on dirait une espèce de grenade modifiée avec... Oui, ça se voit vraiment que c'est un truc fait maison. Et vous voyez, un tir bien placé. Regardez le truc. Là, déjà, s'il fume, c'est qu'à l'intérieur, ça doit bien cramer. Le personnel, déjà, tes oreilles, t'es sourd. Tu te prends les éclats, t'es aveugle. Il suffit que ça rebondisse, tes membres, c'est fini. En plus de ça, la chaleur plus les munitions, tu cuis comme un hareng, quoi.
Et là, on voit qu'avec 2 petites bombinettes, il te le crame en fait. Et c'est vraiment le point faible des tanks, c'est le dessus, et souvent ils visent l'arrière, parce que c'est là que je pense qu'ils mettent les caisses de munitions. Alors là, je sais pas qu'est-ce qui pète à côté. On dirait un tir externe. Ouais, ça c'est un truc qui a pété. Enfin, c'est un obus. On voit que le T90 continue de cramer. Et là, il vise le deuxième. Mais c'est bizarre parce qu'il n'y a personne dedans. C'est vraiment ça qui me surprend. Et là, ça vise... Je sais pas ce que c'est exactement ça. L'espèce de truc rectangulaire là. Là, il va viser plus ici. Ouais, c'est les... Ah, là, il touche... on dirait qu'il a touché tout ce qui va être communication, les appareils de bord, enfin les détecteurs. Et là, je pense qu'il essaie de viser les caisses, parce qu'il sait que dans les caisses, il y a des munitions. On voit que c'est blindé tout autour, mais le souci, c'est que par le dessus, tu as un accès libre, enfin, l'accès est direct. Et là, on voit le résultat après. Et ouais, donc là, on voit la suprématie des petits appareils confectionnés au fond des garages face à des gros chars bien lourds. Et c'est là qu'on voit en fait le changement de visage du conflit en fait, enfin des conflits. C'est qu'au niveau de la méthodologie, au niveau de la philosophie de combat, on n'est plus du tout sur les mêmes choses. Les Ukrainiens, j'ai l'impression que c'est plus des attaques de saturation. On va venir balancer des bombinettes pour stresser ceux qui sont en face, pour les empêcher de dormir. On va venir les harceler avec différents tirs. On va se mettre dans des tranchées. Et en face, on est plus sur une philosophie un peu à l'ancienne. Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas, je ne dis pas que ça fonctionnera. Mais au niveau russe, j'ai l'impression qu'on est plus sur une philosophie de combat assez traditionnelle, même si j'avais l'impression, il y a quelques temps de ça, qu'ils s'étaient vachement modernisés au niveau de leur armement. Au final, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas mal à la bourre, ne serait-ce qu'au niveau de la détection de radar, au niveau du fait de former des équipages à la détection, à la neutralisation de drones. Et là, on est vraiment plus sur une philosophie à l'ancienne où on va faire des grandes avancées de troupes, de blindés, face à des gens bien retranchés, équipés d'appareils modernes, parce qu'on voit que les Russes, ils ont des radars, ils ont des tanks, ils ont des avions, ils ont des hélicos, ils ont du personnel, mais le souci, c'est que le drone, ce que je remarque, c'est que ça n'est pas détecté par les radars, à part les radars modernes qu'on a vus tout à l'heure, là, sur le site du fabricant, mais à part ce type de radar-là, les radars traditionnels faits pour intercepter des petits avions ou des gros avions n'arrivent pas à détecter un drone, parce qu'un drone, ça fait la taille d'une mouette, ça fait la taille d'un oiseau. Donc comment déterminer si c'est un oiseau ou si c'est pas un oiseau? Bon, après, il y a les matériaux, mais tout ça pour dire que un radar traditionnel ne détecte pas des oiseaux, en tout cas, pas que je sache, enfin, ça peut arriver, mais c'est très rare. Et les drones, c'est pareil, ils n'arrivent pas à le détecter. Et actuellement, les Ukrainiens sont plus sur une guerre de précision, où ils vont atteindre des objectifs précis, comme des officiers qui se déplacent dans des véhicules civils, pour être plus discrets. Donc derrière, il y a le renseignement, le fait de savoir que cet officier-là, il est là, dans ce véhicule-là, il arrive à tel endroit, et il faut avoir le drone sur place. Toucher des points très stratégiques, ne serait-ce que même sur les véhicules. Dans les chars, c'est directement tirer à l'intérieur plutôt que d'essayer de dégommer le blindage externe. À l'intérieur, il n'y a aucune protection. Tirer sur les moteurs, tirer sur les caisses de munitions pour que tout prenne feu. On est vraiment plus sur une guerre de précision que sur une guerre traditionnelle, un peu à l'ancienne. Et je pense que c'est ça le souci, c'est qu'actuellement, les Russes sont plus dans une philosophie de combat telle qu'ils l'ont toujours pratiqué. Beaucoup de véhicules, beaucoup d'armements, beaucoup de personnel. En fait, ils jouent plus sur le nombre que sur le niveau technologique de ce qu'ils déploient. Et ça, c'est visible dans beaucoup de conflits. Il y a encore quelques années, on pouvait encore déjà le voir dans d'autres conflits,
où les Russes ont gardé cette philosophie qui, à mon avis, aujourd'hui, on est passé sur une nouvelle manière de combattre qui est totalement dépassée, à mon avis. Ou alors, c'est que nous, forcément, on n'a que les informations côté occidental. Donc peut-être que les Russes font exactement pareil. Je ne le sais pas. En tout cas, moi, dans les images que j'ai pu voir, je n'ai très rarement vu des Ukrainiens se prendre des bombinettes par des drones civils bricolés. Pourtant, il faut dire ce qui est, les Russes sont quand même relativement bons dans tout ce qui va être fabrication maison, système D, bidouillage. Ils sont assez bons là-dedans. Mais ce qui m'étonne, c'est que là, on ne le voit pas du tout en jeu sur le terrain. On voit du combat traditionnel, on envoie beaucoup de troupes, des conscrits, des vieux véhicules à moitié cassés. Alors ils ont envoyé quelques nouveaux véhicules, mais ils essaient de plus jouer sur le nombre, la quantité, la masse, plus que sur la précision et l'efficacité de ce qu'ils déploient. Voilà, là on l'a pas vu aujourd'hui au niveau des communications radio, on l'a vu au tout début juste avec le Motorola, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup moins d'images avec des communications radio. Au début c'était partout, je pense qu'ils ont compris des deux côtés qu'il fallait être discret sur les communications radio, mais malgré ça on peut quand même retrouver quelques infos. Mais là on voit que la grosse faille maintenant des Russes, c'est l'air. C'est le fait que au niveau des drones, malheureusement, ils n'arrivent pas. Enfin, malheureusement, c'est chacun. Voilà, c'est pas pour dire je suis pour les Russes. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à détecter les drones au-dessus des tranchées. Ils n'arrivent pas à détecter les drones qui rentrent dans leur base. Et j'ai l'impression qu'ils sont enfin. Là, je sais pas, avec les images qu'on a vues tout à l'heure, c'est quand même bluffant de voir un drone se balader dans une base militaire pendant un conflit, se poser sur un AWACS qui vaut des millions, et il n'y a rien qui se passe. Enfin, aucune réaction, aucune surveillance. Je voulais juste finir là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. Je m'intéresse également au laser, un petit peu, vu que ça reste des fréquences radio. C'est que là, maintenant, on voit que les lasers sont également utilisés. Alors, ça faisait déjà quelques années, mais là, on peut vraiment le voir à l'œuvre. Par rapport à des gardes-côtes. C'est les gardes-côtes philippins qui reçoivent un tir de laser de la part de l'armée chinoise. On voit military grade, donc ça c'est au niveau de l'intensité, c'est-à-dire que les lasers militaires peuvent littéralement brûler, faire prendre feu des objets. On peut faire brûler du matériel avec ça, avec même des aéronefs. Il existe maintenant des lasers qui permettent de brûler à distance des drones. D'ailleurs, on n'a pas du tout vu ça pendant le conflit. Donc là, on a vu vraiment un tir de laser. Normalement, je crois que c'est interdit d'utiliser des lasers comme ça dans le but de cramer la rétine des gens, parce que c'est vraiment le gros risque du laser, c'est que des lasers de cette intensité-là, déjà, ceux qu'on peut acheter dans le commerce sont dangereux, sont très très dangereux déjà. Alors ceux-là, j'ose même pas imaginer prendre ça dans la gueule, quoi. À mon avis, ça va être les nouveaux fléaux les nouvelles blessures, les nouvelles maladies qu'on va retrouver sur les conflits actuels. Ça va être surtout qui viennent de guerres électroniques, comme l'utilisation de lasers qui va venir cramer vraiment la rétine des soldats. À l'époque, c'était des éclats. Aujourd'hui, c'est des éclats et c'est des lasers. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, c'était un petit peu long, ça durait le temps d'un film. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on refasse ce type de vidéo, si vous voulez que je m'intéresse qu'à un truc en particulier, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. N'hésitez pas à rejoindre le Patreon si vous n'êtes toujours pas inscrit, et puis voilà, je vous dis à bientôt.